La Coupe du Monde est terminée, place à la Ligue 1. Le meilleur championnat du monde est bientôt de retour. On fait le point. Mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo Ligue 1. Ça y est, la Coupe du Monde est terminée. Alors pas au moment où on enregistre cette vidéo, parce qu'on enregistre cette vidéo le 19 juillet, jour de la finale. On l'a pas encore vu cette finale, ça se trouve il s'est passé des dingueries et on n'est pas au courant. Mais vous voyez cette vidéo après la finale. Vous voyez cette vidéo la semaine normalement d'après la finale, tranquillement. On fait le point sur la Ligue 1, avant le retour et le début du championnat de cette saison 2026-2027. On est parti pour un petit point mercato parce qu'il s'en est passé des choses, mine de rien, en Ligue 1. Ça a bougé de toutes parts, que ce soit sur les bancs ou dans les effectifs. On est parti donc pour un petit résumé avec des prédictions un peu foireuses en fin de vidéo pour votre plus grand plaisir. Je suis avec Melvin, bien évidemment, quand il faut parler de Ligue 1. Comment vas-tu, cher ami, prêt à attaquer cette saison? On s'arrête plus. Écoute, on va essayer déjà de récupérer le quota d'heures de sommeil tronqué à la Coupe du Monde. Une très belle Coupe du Monde, on va dire, juste sur le plan du jeu. Tout le Oui. reste a été catastrophique, mais ça, vous en doutez bien. Et voilà, on commence ces petits matchs de prépa. Là, on a des choses déjà plutôt intéressantes, d'autres beaucoup moins intéressantes. Mais voilà, on a hâte. La Ligue 1 qui reviendra la troisième semaine de août. Voilà, qui nous fera vibrer jusqu'au mois de mai, avec les barrages en épilogue, comme chaque année. Exactement, avec des équipes, des déceptions, tout ça, des previews comme ça de Ligue 1, on en fera. Eh bien, vous avez évidemment, comme il faut, comme chaque saison, on fera nos prédictions. Vous connaissez la musique, vous connaissez la chanson. La Ligue 3 reprendra aussi. On fera peut-être un petit mot Ligue 3, puisque c'est diffusé plus simplement sur Ligue 1+. C'est fini YouTube gratuit pour la Ligue 3. C'est désormais Ligue 1+, qui s'en occupe. La Ligue 2, vous connaissez, mais aujourd'hui, c'est un petit point Ligue 1, c'est un petit point Mercato, c'est un petit point parce que c'est le bordel. Il s'est passé plein de trucs. On va faire le point club par club rapidement. On va essayer de vous occuper moins d'une heure pour faire un point de là où ça bouge. Officiellement, on a les pages Transfer Market, on a aussi des petites rumeurs à droite à gauche. On essaiera d'amener quelques petites analyses sur 2-3 cas qui peuvent être intéressants, mais on va commencer par le point majeur, c'est le changement d'entraîneur, c'est le gros bordel, c'est absolument le foutoir absolu, donc pour ça, hop là, je vous affiche le bon visuel, j'ai fait un petit visuel rapidos pour ce changement d'entraîneur. On fait le point sur les entraîneurs de Ligue 1, les entraîneurs qui seront sur les bancs au départ de cette saison 2026-2027, avec en vert les entraîneurs qui sont dans la continuité, qui étaient là l'an passé. Le Luis Enrique du côté du Paris Saint-Germain, Paulo Fonseca du côté de l'Olympique Lyonnais, Franquez qui arrive en fin de saison du côté du Stade Rennais, le Didier Digard qui a prolongé finalement du côté du Havre, Stéphane Dumont et Patrick Vieira qui restent à 3 et au Mans, les deux promus qui conservent leur coach. Vous avez en noir les entraîneurs qui ont simplement changé de club de Ligue 1, qui sont passés d'un autre club de Ligue 1 qui était précédemment déjà dans un club français. Bruno Genesio est arrivé à Marseille, Alexandre Dujeu est arrivé du côté de Lorient, Julien Lechuer après la suite d'Eric Roy, forcément situation très unique du côté de Brest et malheureuse situation avec le décès d'Eric Roy. Stéphane Gilly lui arrive du côté d'Angers. Olivier Pantaloni prend la tête de l'OGC Nice. Et après, en bleu, vous avez les entraîneurs qui arrivent de l'étranger. Dino Topmöller du côté du RC Lens. David Ancelotti du côté du LOSC. Ce sont les deux attractions principales, je pense, de cette nouvelle saison de Ligue 1 sur les bancs. Avec Luis Felipe du côté de Monaco. Hugo Oliveira du côté de Strasbourg. Jens Bertel Ascou du côté du TFC, Liam Rossignol qui connaît bien la Ligue 1 mais qui arrive de l'étranger en provenance de Chelsea après qu'il ait été licencié après 6 matchs. Il arrive du côté du Paris FC et Will Steele qui revient en France après une petite pige du côté de l'Angleterre. Il revient du côté de l'AJ Auxerre. Voilà, il y a eu du mouvement, c'est une nouvelle preuve que la Ligue 1, on ne peut pas vraiment s'installer dans le long terme à cause des impératifs financiers et de ce fait que ces clubs bougent de partout, des clubs ont plus bougé que d'autres, mais sur le point de vue des bancs, j'ai rarement vu une valse aussi, aussi intense, quoi. Bah, c'est l'aboutissement un petit peu, de ce qui s'est passé à les joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entraîneurs, qui se disent après une année: si je peux aller au-dessus, le train, va peut-être pas repasser, donc je prends l'opportunité. Et on l'a vu encore, hein, par exemple avec Lens, avec Pierre Sage, c'est un peu l'exemple. C'est-à-dire qu'il y a le train de la première ligue et sur un projet qui aurait dû durer 3-4 ans, Pierre Sage a préféré sauter dans le train de la première ligue. Et on a un peu ça un peu partout. En fait, des coachs qui jouent leur carte aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fais du bon travail, t'es désiré. Donc, ils jouent aussi leur carte. On a vu Bruno Genesio qui fait un nouveau challenge à l'OM. Après, voilà, on a eu beaucoup d'entraîneurs quand même étrangers qui arrivent et qui vont peut-être apporter un autre souffle.
pense à Top Moller à Lens, Felipe Luis à Monaco, Hugo Oliveira de Strasbourg, ou Bertelasco qui lui peut être vraiment la petite attraction. Voilà, je mettrais bien une cote là-dessus. Et voilà, c'est en fait la Ligue 1 est devenue aussi pour les entraîneurs étrangers une occasion de, on va dire, d'être une vitrine et de montrer leur travail et potentiellement aller dans un plus gros championnat, comme par exemple, pour l'exemple de Toulouse, avec Martinez Novel qui arrive sur le banc de Leverkusen. Donc c'est un peu ça, moi, mon enseignement sur ces changements de coach. Exactement, et je précise que je me suis complètement je sais pas pourquoi j'ai écrit Luis Felipe, j'ai pété un câble à Monaco, c'est Philippe Philippe C'est Luis. pas le défenseur de l'OM hein, qui est, qui C'est est, et oui, je sais pas pourquoi qui est entré mais à j'ai fait le visuel Monaco. un peu vite. C'est évidemment Philippe Luis, l'ancien latéral de l'Atlético Madrid. Je sais pas pourquoi j'ai complètement inversé le truc. Pardonnez-moi, ami monégasque, je me suis planté sur le visuel et je me suis planté du coup quand je l'ai lu. Forcément, mais c'est bien Philippe Luis. Et c'est Philippe, hein, et pas Philippe, c'est Philippe, et c'est Luis, son nom de famille. Brésilien, vous connaissez mieux que moi apparemment parce que j'y pompe rien. T'as une attraction là? Parmi ces mecs, t'as parlé de Yann Bertalascu aussi du côté du TEF, c'est Ouais, parce curiosité, ouais. que il a fait du bon travail à Motherwell et de ses premières prises de fonction, enfin de ses prises de parole, pardon. Tu sens quand même un mec porté par un football peut-être offensif et je me dis, t'as déjà un peu de qualité à Toulouse, je trouve, avec notamment le centre de formation qui te sort de vraies pépites. Mais je pense que ouais, en plus t'as ce climat à Toulouse où franchement, je pense que tu peux travailler un peu dans la stabilité et pas avoir non plus trop de pression. Donc ouais, moi je vais y aller dessus. Ouais, je pense que Jens Bertalascu, ça peut être vraiment l'une des belles surprises de la saison. Mais voilà, c'est pareil. On prend l'exemple de Hugo Oliveira. Voilà, c'est des entraîneurs qui, sur des championnats peut-être un peu plus intermédiaires, ont montré des belles choses et qui veulent voilà poursuivre et pourquoi pas intégrer un peu plus tard. Bon, Hugo Oliveira, j'imagine que c'est Chelsea hein, dans 6 mois. Mais voilà, je pense que cette Ligue 1 est devenue vraiment une vitrine pour ces jeunes coachs, ces jeunes et talentueux coachs. Ouais, un bon tremplin pour cette Ligue 1. Yann Bertalascu qui vient sans son staff, hein, qui a laissé le staff à Motherwell. On fait confiance, il fait confiance au staff de l'ancien staff de Carles Martinez Novel pour ceux qui sont restés, je crois, si j'ai pas de bêtises. Moi, j'ai la petite curiosité aussi d'Ino Topmöller, qui à Francfort mettait un gros jeu voilà, avec des ambitions dans le jeu. Il a pas fini la saison de côté de Francfort, c'est Albert Riera qui a fini. Pour une grande réussite, ça on connaît bien à Bordeaux. Et on va voir du coup ce que ça va donner du côté du RC Lens. On va pouvoir plancher en parlant des entraîneurs, mais également sur les effectifs qui ont également bien changé du côté de la Ligue 1. Vous avez vu le point donc avec les entraîneurs. Hop, on peut passer au point effectif. Ce qui viendra rebondir sur les entraîneurs aussi. On va commencer par le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain. En attendant Lucas Digne, en attendant peut-être Ferran Torres également comme renfort. On a vendu Gonzalo Ramos pour 74 millions d'euros. On a vendu Noam Camara qui était prêté du côté de l'Olympique Lyonnais. On a validé. On a prêté Renato Marin et on a reprêté Gabriel Moscardo, cette fois-ci du côté de l'Espagnol Barcelone. Il enchaîne les prêts, le jeune milieu défensif brésilien. On a pris Alessandro Longoni, jeune gardien de l'AC Milan, enfin, qui était dans les équipes jeunes de l'AC Milan. On l'a pris 18 ans pour continuer à aller chercher 2-3 petits jeunes à droite à gauche. On attend globalement l'arrivée du Cadine en doublure Nuno Mendes et Ferran Torres potentiellement sur le front offensif. À voir s'il y a d'autres départs, à voir s'il y a d'autres coups, mais pour l'instant, le Paris Saint-Germain, on est dans la continuité d'un projet qui fonctionne bien. Il faut aussi explorer les pistes pour sortir peut-être Renato Sanchez, il lui reste 1 an de contrat, à voir ce qu'ils vont en faire, et de Randal Colomwani qui a vécu un cauchemar du côté de Tottenham cette saison. Ouais, c'est pour le PSG, c'est entre guillemets essayer de rajouter ces deux trois joueurs qui te permettent de conserver cette grinta, cette énergie, cette soif de titre, parce que bah, mine de rien, tu restes sur 2 saisons absolument extraordinaires et que bah, l'appétit vient en mangeant et que aujourd'hui on les attend en tournant avec l'idée de potentiellement une troisième Ligue des Champions d'affilée et faire un peu comme fait le Real Madrid. Donc c'est un peu ça, trouver les bons ajustements. On parle d'Akliouche, on peut se dire qu'avec Enrique, potentiellement ça peut être une réussite. On a vu le travail qu'avait fait Enrique, que ce soit avec Désiré Doué, Barcola, ses prospects en Ligue 1 qui l'accompagnent et qui leur fait passer un cap. Donc ça peut être intéressant. Il y a ce dégraissage, comme tu l'as dit, qui va être important parce que tu as quand même des vestiges des erreurs passées. Tu as Renato Sanchez
qu'il va falloir se débarrasser. Tu également, enfin voilà, tu quelques jeunes aussi, Nao Felelanage de Montpellier, enfin qui avait été prêté à Montpellier aussi, qui devrait partir. Yoram Zaguet qui a pas percé non plus. Puis après, tu vas avoir peut-être des joueurs à la rotation qui vont vouloir partir. Est-ce que Zabarni, par exemple, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que s'il y a une offre qui convient à tout le monde, tu le vends? T'as le cas Mbaye aussi à trancher parce que Mbaye, je pense qu'il a besoin de temps de jeu et le PSG n'a pas forcément la possibilité de lui offrir autant de temps de jeu qu'il faudrait pour sa progression. Donc, est-ce que ça serait pas aussi une bonne idée de le prêter? Voilà, t'as pas mal de choses qu'il va falloir ajuster, mais bon, confiance totale entre Luis Campos et Luis Enrique, voilà, pour faire les ajustements nécessaires, pour permettre toujours cet équilibre, c'est-à-dire laisser quand même une place à ces jeunes du centre de formation qui montrent des belles choses, tout en ayant un effectif très, 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 très compétitif pour jouer tous les tableaux et essayer de tout gagner. Exactement, tu as parlé des KMI, et cetera. Il y a aussi beaucoup de jeunes des Titi parisiens qui étaient de l'épopée de la Youth League qui ont quitté ou qui vont quitter le Paris Saint-Germain parce que forcément c'est compliqué de t'imposer. Il y a pas beaucoup de temps de jeu à aller gratter du côté du PSG, même s'il y a plusieurs compétitions à jouer. Est-ce que le PSG aurait pas tenté un petit John Stones qui est libre là, qui nous a fait une belle coupe du monde là, en rotation pour la Ligue 1, là, un petit John Stones, ça serait marrant quand même. Je suis pas sûr que ça soit Pas sûr qu'il s'adapte, mais dans le bon. style de Luis Enrique. Je Ouais, il a pense que connu là, Guardiola, écoute. l'idée, c'est vraiment faire quelques ajustements. Digne, je trouve que l'idée est pas idiote. Ça peut être aussi un joueur de vestiaire et accompagner la progression et connaître très bien le club. Ouais, pour l'instant, on voit que le PSG, on va dire, va pas, c'est pas précipité, mais un peu à l'image des grands clubs qui attendaient la fin de la Coupe du Monde. Et on va voir, mais je pense que voilà, le PSG a besoin d'initier des ventes encore. Donc Tayo Ramos, Kanguini devrait suivre avec l'Atlético Madrid. Kolo Muani, il va falloir le sortir, parce que je pense que ça, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, trouver un club qui est prêt à aller se rendre à Kolo Muani, qui enchaîne un petit peu les déceptions, ça va être compliqué, mais voilà, c'est le type de joueur qu'il va falloir sortir pour, on va dire, pouvoir investir et trouver de nouvelles têtes qui feraient du bien. Là, on parle de Ferran Torres au PSG, ça, on en salue déjà. Ouais, je pense que c'est très Luis Enrique compatible, bien évidemment. À voir ce qui va se passer du côté du Paris Saint-Germain, mais tranquille. Effectivement, la Coupe du Monde retarde les échéances. Là, on est 19 juillet au moment où on enregistre cette vidéo. Je pense que le mercato va se décanter dans les premières semaines d'août à cause de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 aussi qui attendent, à l'image de Monaco, la fin de la Coupe du Monde pour pouvoir vendre ses talents. Et forcément, ça, s'il faut vendre pour acheter, alors peut-être le PSG n'est pas concerné par ça, mais beaucoup de clubs de Ligue 1 sont concernés par ça. Il faut vendre pour acheter et tu dois tarder à vendre parce que tu avais forcément cette Coupe du Monde qui y repousse. On prend l'ordre du classement de la saison passée avec le RC Lens. Là, c'est chantier du côté du RC Lens, mais beaucoup de clubs sont en chantier. Départ de Pierre Sage, on l'a dit, Dino Topmöller qui arrive, l'ancien entraîneur notamment de Francfort. Pas mal de départs aussi de certains cadres, à l'image de Wassil Saïd qui part libre, à l'image de Alain Saint-Maximin qui du coup repart du côté de la MLS. Adrien Taubasson a quitté libre pour signer au Stade Rennais. Vous avez Malang Sarr qui part libre, qui n'a pas encore trouvé de club, mais ça fait partie des joueurs qui quittent aussi des socles de cette équipe du RC Lens, qui quittent aussi le club de manière libre en fin de contrat. Saoul Abdelhamid, l'option d'achat a été levée et il va poursuivre son aventure du côté du RC Lens, le latéral droit saoudien. Michal Skoras, l'ailier polonais de la Gantoise, signe. Je suis très hype par ce joueur parce que forcément, tu as énormément de talent qui émerge en Belgique. C'est un joueur qui peut jouer piston, qui a une belle activité défensive aussi, qui peut distiller de bons petits caviars. La bonne carte, Michael Cuisance, le pari tenté, après son excellente saison du côté du Hertha Berlin, retour de Michael Cuisance en Ligue 1, donc à voir ce que ça va donner. Il y a aussi l'arrivée de Malik Naworski, je crois que ça se prononce, le polonais. On aime bien recruter les polonais à Lens, en provenance du Ouais, mais Celtic c'est Glasgow. un Mais ça peu, marche bien, hein. si on regarde le documentaire Les Charbonneurs, Oui, c'est vrai. on voit beaucoup que dans la philosophie de transfert du RC Lens, il y a cette idée de coller à cette histoire. Et la Pologne a quand même un lien très, très intime avec le nord de la France. C'est pas illogique de voir des Polonais et cette mentalité polonaise se greffer à celle du RC Lens. Donc, je trouve ça plutôt Oui, c'est intelligent logique, avec oui. toujours ces moyens qui sont quand même limités, malgré la Ligue des Champions. Voilà, Lens veut pas reproduire justement les erreurs
qu'elle avait faite lors de sa participation il y a quelques années. À voir. Ils reviennent de loin, Lens, hein, parce que l'épisode du départ de Pierre Sage, de ces jours interminables où on savait pas s'il restait ou pas rester. Puis ensuite, trouver son successeur. On t'a parlé de Pantaloni, notamment, et franchement, on se disait, bon, même si Pantaloni est un bon technicien, le cap était un peu plus, enfin, il y avait quand même une différence de calibre entre Pantaloni et le RC Lens à l'instant T. Et je trouve que Top Moller, c'est plutôt un rebond intelligent. Tu gardes le même système. Finalement, ça aussi, c'est une très, très bonne chose. Et puis Top Moller, voilà, a une première expérience à Francfort. Très revanchard parce que Francfort, la dernière saison, franchement, il y a eu des erreurs, notamment dans son management et une équipe qui était trop friable défensivement. Donc voilà, un entraîneur revanchard, un groupe qui a besoin de quand même de se remettre, de se remotiver parce que ça va être très compliqué de rééditer la même performance que l'an passé. Donc ouais, je trouve que ça colle bien ce mariage Top Moller Lens avec ce début de recrutement plutôt prometteur. Pour l'instant, même si je trouve qu'il manque peut-être encore un neuf, je sais pas si Hudson Edouard va rester ou pas, mais je me dis qu'un neuf de plus, ça serait pas mal pour la Lens. Ouais, et à voir si un Robin Risser reste ou s'il continue de courtiser, si un Bailou qui a fait une bonne saison aussi, potentiellement peut être courtisé. On sait qu'il y a certains clubs qui attendaient, ouais, on l'a dit, la fin de la Coupe du Monde pour se décanter. Et la valse aussi, à un moment donné, un mec qui part dans un top club, il faut recruter pour compenser, machin, peut mener à aussi des pistes aussi qui intéressent certains clubs, à voir ce qui va se passer. Top Muller, je vous affiche les stats de l'Eintracht Francfort, grâce à Data Scout. Sur sa saison dernière, alors il n'y a pas que Top Muller, il y a aussi, c'est toute la saison de Francfort, mais il a fait la première partie de saison, grosse équipe, force au pressing, agressivité, équipe de possession. Voilà, c'est les équipes foot moderne, c'est un disciple de Julian Nagelsmann, en espérant qu'il n'ait pas les mêmes cacaculottes contre les blocs bas qu'on a vu avec l'Allemagne. Voilà pour Top Muller, parce qu'ils vont croiser quelques blocs bas en Ligue 1. Donc forcément, ça peut aider. Mais ouais, très très hype par cet effectif du RC Lens, j'aime bien. Moi, je pense qu'on est sur une bonne continuité. Il y a Mamadou Sangaré également, est-ce que ça va rester Est-ce que Florent Thauvin peut nous relivrer la même saison qu'il a livré l'an passé? Il y a aussi ces cadres-là qui vont devoir répondre présent. Mais très curieux de voir ce qui va se passer du RC Lens. Le cas Hervé Kofi aussi, parce qu'il ne devait pas rester. Parce que forcément, très courtisé après son excellente saison du côté du SCO. À voir si Robin Risser part, mais voilà. Et on a aussi l'arrivée de Torgan Hazard, là je suis peut-être moins convaincu. Mais pour l'instant, le RC Lens n'a pas trop raté ses coups. Est-ce que Torgan Hazard peut flop? Je sais pas. Ouais, on va voir parce que c'est un peu compliqué. Alors à Anderlecht, il a pas fait une mauvaise saison non plus, mais tu dis bon, avec l'âge, alors certes en termes d'expérience, bah c'est plutôt pas mal. C'est un joueur quand même qui a bourlingué et qui a eu pas mal d'expérience. Mais ouais, à voir, à voir. Il a fait une bonne saison en Belgique l'an passé. Le transfert a été vite bouclé puisque je crois en mars-avril déjà on parlait de cette rumeur, donc ça a été vite fait. Donc on sent que c'est un joueur qui était, quoi qu'il arrive, venait dans le projet du RC Lens et pas sur demande express de coach, notamment Pierre Sage à l'époque. Donc on va voir. Très curieux. C'est un pari quand même, mine de rien, du RC Lens, et espérons-le pour eux, un pari gagnant. Exactement, voilà pour le RC Lens, le petit point RCL. Est-ce qu'ils vont pouvoir nous refaire la même chose que l'année passée? On ne sait pas. Il y a la gestion de la Ligue des Champions également qui va rentrer en compte. Et mine de rien, ça va être assez intéressant. Le voisin du Nord, le LOSC Lille, qui repart également sur un nouveau projet, arrivé de Davide Ancelotti, le fils du disciple, le fils du Mister, qui débarque du côté du LOSC pour une première expérience sur un banc en tant que numéro 1 voilà, en Ligue 1 pour une saison entière. Le LOSC, donc, qui a eu des départs de cadre. Thomas Meunier est parti libre du côté de Sunderland, Aïssa Mandi s'est engagé à Levante libre. On a Nabil Bentaleb qui est parti libre, Chancel Mbemba qui est parti libre. Donc on a quand même quelques éléments qui sont partis, voilà, des éléments d'expérience qui étaient cadres de cet effectif du LOSC. On a potentiellement des départs d'Ayoub Boadi qui n'est pas encore bouclé, mais il est tellement courtisé que je le vois mal rester du côté du LOSC. On a Mathias Fernandes-Pardo qui reste courtisé également, donc à voir. Et on a déjà des recrues. Bessa Ronald, joueur de Nimeg du côté des Pays-Bas, ailier gauche turc, pour 12,5 millions d'euros. On a cassé la tirelire pour le jeune ailier de 22 ans. On a également pris Sradanovic.
J'arrive pas à le prononcer, voilà. Il faut prendre des joueurs que j'arrive à prononcer. L'arrière droit suisse du Servette pour 3 millions d'euros. Le Paris Tanguy Nianzou qui a divisé son salaire par 3 pour signer libre du côté du LOSC. On relance Tanguy Nianzou, 24 ans, donc après des saisons compliquées depuis son départ du PSG. Donc à voir ce qui va se passer du côté du LOSC. On sent que on attend également aussi potentiellement la vente de Boady pour réinvestir de l'argent. Mais sur les premières pistes, moi, je trouve ça intéressant. En fait, ce qui me fait dire que le LOSC est toujours intéressant, c'est que ils sont rarement trompés sur les mercatos sous Olivier Létang. Maintenant, moi, il y a certains joueurs que je vais attendre pour une deuxième saison. C'est plus des joueurs de l'effectif actuel que j'attends plus que les recrues. Nathan Ngoy, est-ce qu'il va pouvoir confirmer les gros espoirs que tu as en lui? Est-ce que Alessandro va pouvoir revenir? Est-ce que Osman Sarawi, qui avec une saison dernière un peu compliquée, va pouvoir revenir? Gaëtan Perrin, il faut confirmer. On a le retour de blessure d'Hamza Egaman également. C'est plus ces joueurs-là de l'effectif que je vais attendre du côté du LOSC, de David Ancelotti, que j'ai trouvé très bon en conférence de presse. Maintenant, on va voir sur le terrain, première expérience, est-ce que ça va passer l'hiver? C'est un peu la question. Ouais, on va dire que Lille, c'est un petit peu l'une des grosses interrogations pour moi dans les 5-6 équipes derrière le Paris Saint-Germain. Parce que tu sors d'un cycle avec Bruno Genesio qui était plutôt positif, avec notamment la qualification directe en Ligue des Champions, qui va faire du bien au caisses. Il a réussi à, je trouve, faire surperformer des joueurs qui sont pas non plus des énormes prospects pour moi. Donc, à voir. Franchement, Ancelotti arrive quand même dans une situation plutôt confortable. Tu ressors d'une équipe qui tourne bien. Et on va voir ça. Franchement, je suis un peu circonspect. Début du mercato plutôt prometteur avec voilà, des joueurs de qualité. Stradanovic qui avait montré des bonnes choses au Servette. Et surtout Bassar qui a animé, qui a montré de très 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 belles choses et qui peut être un ailier hyper percutant et peut apporter beaucoup. Je trouve que c'est plutôt bien parce que je pense que c'est offensivement, il faut que Lille ait de nouvelles têtes, des joueurs qui peuvent voilà, marquer pourquoi pas une dizaine de buts parce qu'on a vu par moment dans la saison du mal offensivement. T'as un Olivier Giroud, ça aussi en termes d'interrogation, est-ce qu'il est capable encore de faire une saison, ne serait-ce à 5-6 buts, qui serait déjà pas mal à son âge. Voilà, donc c'est beaucoup d'interrogations. On va voir. Il y aura forcément une grosse vente. Laquelle? En Despardo, Boadi, voire Ngoy, qui pourrait voilà, remplir les caisses. Derrière, il va falloir bien recruter et chercher de nouveaux joueurs d'expérience parce que mine de rien, tu pars gros. Bentaleb, Mendy, Meunier, ça fait pas mal en termes d'expérience, d'équilibre d'équipe. Donc, à voir. Lille, franchement, beaucoup d'interrogations, je trouve, sur ce début. À voir. Ancelotti de prouver, entre guillemets, sachant qu'il sera attendu forcément au tournant, vu le nom de famille. Évidemment. Et c'est vrai que derrière, là, tu perds pas mal d'éléments d'expérience. Meunier, Mandy, même Bemba. À voir ce qui va se passer. Mais Bassar-Ronald, est-ce que ça confirme le départ de Fernandez Pardo ou est-ce que ça confirme que Fernandez Pardo sera replacé en tant que numéro 9? Ça, je sais pas. On verra. Je pense que c'est l'une des deux intuitions avec l'arrivée du Turc dans les rangs du LOSC. L'Olympique lyonnais, qui est peut-être l'un des mercatos des clubs de Ligue 1 les plus hypants, en tout cas sur ce début d'été, sur ce mois de juillet. Grosse vente, Afonso Moura, vendu du côté de Leverkusen pour 30 millions d'euros. La confirmation de l'obligation d'achat de Martin Satriano, ça s'était réglé depuis quelques temps déjà. Du côté de Retafe pour 6,5 millions d'euros. Le départ libre de Rachid Ghezal. L'option d'achat levée sur Noam Kamara en provenance du LOSC. L'arrivée de Maj Bistrup en provenance de Salzbourg, le milieu de terrain danois de 25 ans pour 10,5 millions d'euros. L'arrivée de Julien Duranville, le jeune ailier talentueux belge en provenance du Borussia Dortmund pour 5 millions d'euros. Mohamed Ouedraogo, en provenance du club autrichien pour 2,2 millions d'euros, l'arrière gauche. L'arrivée libre de Kaïd Boudache, également en provenance de l'OGC Nice, bon prospect, le jeune joueur de 20 ans. On a des jeunes joueurs qui doivent aussi s'imposer. On a le retour de près d'Enzo Molebe. Est-ce qu'il repart du côté de Montpellier? C'était un peu la question pour l'instant. Voilà. Steve Kango qui va continuer à progresser. On a beaucoup de jeunes. On a compris l'Olympique Lyonnais, politique de trading. On fait venir des jeunes ou en tout cas des joueurs à fort potentiel pour essayer de maximiser avec un Paulo Fonseca qui sait gérer ce genre d'effectif.
pour essayer de les revendre dans quelques saisons parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses, ça c'est clair du côté de l'Olympique Lyonnais, on l'a bien compris. Michel Kang a repris le contrôle aussi pendant l'été à 100% du club, ça c'est quelque chose de très très important pour démarrer cette reconstruction de l'OL après le passage de John Textor. On a pour l'instant un Tyler Morton qui est très courtisé qui est encore là, Mike Fofana est encore là. Voilà, on a plusieurs joueurs qui sont très courtisés qui sont encore là. Les cadres sont pour l'instant toujours présents au club. On attend la fin de la Coupe du Monde peut-être pour bouger également. Mais on a un effectif lyonnais qui sur le papier est très intéressant. Le seul entre guillemets souci pour l'OL, c'est que la saison va commencer très tôt sous pression avec ce barrage de Ligue des Champions qu'il ne faut pas rater parce qu'on connaît l'importance financière d'une présence de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Ouais, je trouve que Lyon, a le mercato le plus avancé parce qu'il y a cet impératif de Ligue des Champions, mais surtout fait de très bons choix finalement, mine de rien. Quand tu vois la qualité des joueurs proposés, tu dis, c'est hyper emballant parce que, Ouédraogo, c'est un petit prospect, qui a montré de belles choses en Autriche et qui était plutôt courtisé. Duranville, beau pari, de le relancer et tu te dis, si tu arrives à bien le relancer, tu peux faire vraiment un jackpot. Bistrup, valeur sûre, joueur, très solide, du côté de Salzbourg. Donc franchement, pas mal du tout. T'as anticipé. En plus, tu rajoutes Boudache qui avait montré quelque chose à Nice. Et puis, enfin voilà, moi je trouve que pour l'instant, c'est un bon début de mercato. Sur les ventes, tu as eu la vente de Moreira qui t'a permis d'avancer. En tout cas, sur ce début de mercato, tu auras sans doute une autre grosse vente à vendre à faire. Je pense par exemple à Pavel Souk qui est courtisé du côté notamment de Leeds. Et tu te dis qu'avec la première ligue, il peut peut-être partir pour un petit prix. Mais voilà, moi je trouve que cet effectif de Lyon, franchement, a beaucoup de gueule. Et je me dis, ça peut potentiellement. Voilà, aller peut-être un peu plus haut, c'est-à-dire un peu plus haut, troisième, deuxième place, en tout cas, à ce stade du mercato, je me dis que Lyon a un effectif qui commence à devenir supérieur, par exemple à Lens, supérieur à Lille, vont terminer devant eux. Exactement. Et tu as prolongé certains cadres, à l'image de Corentin Tolisso également, qui a prolongé son contrat du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est important aussi de garder ces cadres-là. À voir ce qui va continuer, se poursuivre aussi. Et je pense que le résultat du barrage orientera la toute fin du mercato lyonnais. Peut-être que ça fera rester certains mecs. La présence en Ligue des Champions, je sais pas, mais on sait que Fonseca sait manier ce genre d'effectif avec plein de jeunes joueurs. Il nous l'a montré au LOSC, il l'a montré également l'an passé. Donc c'est sa dernière année de contrat, je crois, à Fonseca aussi. Donc c'est peut-être un dossier qui va devoir être géré pendant la saison. Je crois qu'il est en fin de contrat en 2027, l'entraîneur portugais, il me semble. Peut-être que je dis une bêtise. Mais ça peut être aussi quelque chose à regarder du côté de Lyon. Mais attendez, je vais essayer de regarder ça tout de suite grâce à Transfer Market. Est-ce qu'ils peuvent me donner la réponse? Le contrat de Paulo Fonseca, si ça charge bien. Tac, tac, tac. Le contrat de Paulo Fonseca jusqu'en 2027, c'est ça. Il lui reste un an. Donc ça va être aussi un dossier à trancher du côté de l'Olympique lyonnais. On poursuit avec l'autre gros chantier, l'autre gros Olympique qu'il a dans un... Ouf, là c'est le bordel. L'Olympique de Marseille, on a vu, l'année 2026 a été un foutoir, un merdier absolu du côté de l'OM avec le départ de Longoria, de Benatia, de Zerbi. On a pris Bruno Genesio et Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. On a évidemment les passifs de l'époque Longoria avec ses obligations d'achat après une année de prêt pour Medina, Wea, notamment, qui fait dépenser dans les caisses. Et on sait que du côté de l'Olympique de Marseille, il faut d'abord sortir les gros salaires avant de pouvoir recruter. On a déjà fait sortir Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. Ahmed Traoré est également parti. On a Bilal Nadir qui est parti libre. On n'a pas renouvelé certains prêts parce que les performances étaient catastrophiques. Mais on sait que du côté de l'OM, il faut faire partir certains cadres. Il y a beaucoup d'indésirables aussi qui sont revenus. Qui étaient en prêt, les Aminarit, les Anil Mopé, les Faris Moumbania, tout ça, c'était des joueurs que on voulait plus du côté de Marseille, mais qui sont revenus. Derek Cornelius également. C'est un foutoir, mais ça va se décanter très tard du côté de Marseille parce qu'ils doivent vendre et que je ne sais pas qui pourrait acheter tous ces joueurs-là et que ça a l'air d'être un beau merdier quand même, hein. Ouais, vos merdiers provoqués par Monsieur Longoria, hein, qui a voulu faire le Monopoly et qui, finalement, laisse une situation financière quand même assez compliquée.
voir une cure d'austérité, hein, on va pas se cacher non plus, hein, l'OM va devoir vendre et a commencé à vendre avec Greenwood, mais je pense que ce sera pas le dernier. Il va falloir attendre. Je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est pas le nombre de recrues, mais c'est la qualité des recrues que tu vas pouvoir faire. Parce que bah, tu es dans une situation où tu as besoin impérativement de vendre avant de pouvoir acheter. Et surtout de dégraisser au niveau salarial. Donc ça commence plutôt bien avec Traoré, Aubameyang. Même si Aubameyang, franchement, le rapport qualité-prix était pas le plus déconnant parce qu'il a franchement plutôt montré des belles choses encore sur cette saison avec l'OM. À voir, Pierre-Emile Højbjerg, par exemple, qui est notamment pisté en Serie A. Il veut plutôt partir, hein, de ce qu'on a compris. Donc voilà, va falloir, je pense, vendre. Balerdi, moi je pense qu'il faut peut-être repartir sur un nouveau cycle et que peut-être que Balerdi, c'est peut-être fini. Et voilà, relancer des joueurs. Pourquoi pas Bamou Méité, par exemple, qui reste sur une saison plutôt intéressante du côté de Dorian en prêt. Je lui dis, si tu arrives à le relancer, c'est un joueur de qualité, ça peut apporter. Abdelli, c'est pareil, qui est arrivé dans un très 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 mauvais contexte pour performer. Angel Gomez aussi. Enfin voilà, t'as pas mal de joueurs où tu te dis pourquoi pas. Et pourquoi pas, t'as un Pachao qui devrait rester puisqu'il n'y a pas de marché et qui va être revanchard. Gouiri qui a déjà évolué et performé sous les ordres de Bruno Genesio. Donc il y a des choses, voilà, on va voir. Et moi, mon gros, on va dire, ma grosse interrogation, c'est sur la qualité du centre de formation, parce que je pense que là, tu as besoin de sortir des jeunes. On a vu Angelago notamment marqué, t'as Kassim Abdallah de mémoire qui a montré des bonnes choses aussi. Voilà, va falloir montrer la qualité de la formation marseillaise, parce que là, c'est une condition sine qua non pour te sortir financièrement d'une situation compliquée. Et surtout qu'au niveau du mercato, le fait que tu dois vendre tes éléments avant de recruter, bah, ça fait que tu vas recruter très tard et donc tu as beaucoup d'opportunités de marché qui seront déjà passées. En fait, si tu dois recruter dans les 3 dernières semaines du mercato, bah, tu as beaucoup de joueurs qui auront déjà signé à droite à gauche, donc bah, va falloir revoir les plans et prendre peut-être des plans B, C, D, E, F. Et dans ces cas-là, bah, te baser sur ta formation peut être un bon secteur pour en plus financièrement t'épargner des gros coûts. Il y a une Coupe d'Europe également pour Marseille aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, à voir ce qui va se passer du côté de l'OM. Mais là, forcément, les dossiers se décompteront tard. Du côté de l'Olympique de Marseille, donc on ne va pas s'attarder dessus. Contrairement au Stade Rennais, qui a déjà dépensé 50 patates limite sur le mercato. Alors, pas encore 50, puisqu'il y a Charlie Cresswell, il est en train de se faire doubler par Crystal Palace. Donc on pensait le transfert bouclé du défenseur du TEF, finalement c'est pas encore fait, mais on a pris Lézire Mayenda en provenance de Sunderland pour 22 millions d'euros. Brian Reynolds est arrivé en provenance de Westerlo, Gonzalo Oliveira est arrivé en provenance de Benfica, on a validé l'option d'achat d'Arnaud Nordin en provenance de Mayence, on a pris Nicolas Lemaitre libre, tout comme Issa Soumaré et Adrien Thomasson. On a fait des petits coups quand même sur des joueurs de Ligue 1. Très intéressant de la part du Stade Rennais, j'aime bien ce mercato-là. Il faut aussi sortir certains gros salaires qui reviennent de près. Certains vestiges aussi de cette époque des 2 dernières saisons, des mercatos un peu bourbiers. T'as beaucoup de joueurs, jeunes joueurs aussi qui évoluent. Là, on connaît la qualité du centre de formation Rennais qui continuera à nous sortir des bons joueurs et la confirmation de certains joueurs qui ont fait la bonne saison l'an passé. Il faut aussi le faire. Et puis, tu as les départs d'Albert Grönbeck. Enfin, on a réussi à trouver une solution pour Grönbeck. Le départ de Jérémy Jacquet confirmé vers Liverpool. Ça, on le savait depuis quelques mois. De toute façon, il n'avait pas joué avec ses blessures à l'épaule. Le départ libre de Sattebourg. Voilà, on continue du côté de Rennais à dépenser parce que finalement, c'est un des clubs qui financièrement peut encore tanker malgré tous les problèmes financiers de la Ligue 1. On a un effectif qualitatif sur le papier. Maintenant, pour Rennes, il faut passer un step et en termes de résultats, là, faut performer cette saison parce que les excuses sont de moins en moins trouvables pour le Stade Rennais, je trouve, quand tu vois les qualités des infrastructures, de l'état financier du club qui est très bon et de l'état des concurrents surtout. Oui, parce que là, tu as encore fait un mercato de renforcement. Donc là, franchement, aujourd'hui, Rennes ne doit pas se cacher, hein, c'est objectif Ligue des Champions. Quand tu vois l'effectif qu'ils sont en train de construire, tu rajoutes des joueurs, Mayenda, le salaire de Thomasson. Enfin, franchement, voilà, là, l'effectif de Rennes, il est quand même très, 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 très compétitif pour pouvoir jouer sur tous les tableaux, parce que moi, j'attends de Rennes qu'il fasse un parcours en coupe notamment. Donc voilà, j'ai envie de voir. Francaise va avoir beaucoup de pression, mine de rien, sur ses épaules, parce que il a quand même un effectif très très compétitif. Même s'il va falloir continuer, il va falloir dégraisser.
parce que, bah, faut pas avoir autant de joueurs et le vestige de l'époque de Massara, est encore là. Tu as des Jordan James, voilà, des Glenn Kamara il va falloir vendre. Mais ouais, là, sur papier, franchement, Rennes a l'un des meilleurs effectifs et tu dois aller de viser très haut. Et là, tu peux pas te chercher des excuses en disant: «Ah, mais si on est cinquième, c'est bien». Honnêtement, moi, si aujourd'hui Rennes est cinquième, sixième, ça sera un demi-échec, pour moi de la saison. Si tu es qualifié en Coupe d'Europe, tu continues, on va dire, de rester dans le top 6. Franchement, ce Stade Rennais-là a une tête de challenger, pour le podium de Ligue 1. L'AS Monaco, du coup, on enchaîne avec une situation financière précaire, encadrement de la masse salariale prononcé par la DNCG. Cet été, Ansu Fati, tout de même recruté 11 millions d'euros en provenance du FC Barcelone. On a pris Sadibou Sané du côté du FC Metz pour 7 millions d'euros. On a pris le petit Nazinho portugais du côté du Cercle Gauche pour 5,5 millions d'euros. On s'est fait prêter Mathis de Tourbé, qui est passé de 3 à Manchester City. Je pense que ça n'a pas été très compliqué les négociations, mais on l'a prêté à l'AS Monaco pour faire le step-up League de Ligue 1. On a vendu Caio Henrique, on a vendu Kassoum Ouattara, et forcément, la Coupe du Monde retarde les échéances du côté de l'ASM, puisqu'on attend les ventes de Balogun, de Lamine Camara, de Marnes Akiliouche. Donc forcément, c'est des ventes qui ont dû patienter la fin de la Coupe du Monde. À voir si un Denis Zakaria reste également. On a plein d'interrogations du côté de Monaco. On réduit la voilure. Il y a une situation financière qui est quand même assez compliquée, on le sait, depuis quelques années maintenant. Donc c'est un peu réduction des coûts. Et Philippe et Louis aura du boulot, mais je suis assez hype par son arrivée. Franchement, je vois bien une bonne saison. Malgré tout, je pense qu'il peut exploiter cet effectif parce que c'est un entraîneur qui prône le jeu. On peut avoir un Monaco intéressant à regarder. Maintenant, est-ce qu'il y aura les qualités d'effectif pour? Ça, c'est la fin du mercato qui nous le dira. Ouais, déjà, c'est un bon choix, Felipe Luis. Tu avais besoin de repartir sur un nouveau cycle, voilà, Pocognoli, malheureusement, il est aussi tombé sur les limites, de l'effectif monégasque et de un petit peu sur la mentalité monégasque et je me dis que voilà, Philippe Luis avec sa hargne peut, aller sur un cycle d'1 ou 2 saisons, voilà, pallier à ses problèmes et faire reperformer Monaco qui a été en dessus de tout, l'année dernière, mais un peu, à tous les niveaux. Un recrutement qui a été raté dans les grandes lignes, trop de paris, qui ont foiré et je me dis: «Si tu repars sur quelque chose de plutôt cohérent, avec, certes le départ de certains cadres, mais qui vont permettre, de faire émerger de nouvelles têtes. Ça peut être sympathique, voilà et je me dis que bon, vu le passage de Felipe Luis en Amérique du Sud, pour ses débuts d'entraîneur, quand même des gages, de réussite. Avoir l'effectif, dont il aura à sa disposition et notamment, des recrues qui vont être faites ou non. Mais ouais, cette équipe de Monaco pour moi, voilà et pour redevenir très, très compétitif en même temps, vu l'année dernière, ils doivent une revanche, aux supporters et au club tout entier. Exactement, avoir ouais, les fins du mercato, parce qu'offensivement, tu peux perdre quand même pas mal de monde avec Akiliouche et Balogun. Est-ce que Mika Biarré doit sortir de son alerte enlèvement là, parce qu'on l'a perdu sur la dernière saison, c'était quand même assez inquiétant. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Il y aura le retour de blessure de Minamino s'il est apte, parce qu'on se rappelle qu'une ligament croisé, c'est quand même pas simple. Paul Pogba joue en amical. Maintenant, est-ce qu'il jouera en championnat? Ça, c'est c'est la question. Mais en tout cas, on a du côté de Monaco pas mal. Philippe et Louis, pardon, c'est quand même 2,10 points par match sur les 100 matchs qu'il a disputé en tant qu'entraîneur à Flamengo. Il est passé chez les jeunes également avant ça, c'est une ascension assez logique, et puis il tente le coup en Europe, à voir ce qui va se passer pour lui. On lui souhaite tout bonheur, mais c'est l'une des belles attractions, je trouve, du côté de la Ligue 1 cette saison, je pense, cet AS Monaco. RAS Strasbourg, bon bah là c'est Chelsea, hein, là on a recruté encore à foison, beaucoup de jeunes joueurs. Le joueur le plus âgé recruté par Chelsea, c'est Matteo Del Blanco, 22 ans, du côté de l'Union Santa Fe en Argentine, qui arrive pour 2,5 millions d'euros. On a Angelo Candilo qui arrive du côté de la jeune équipe de Sao Paulo, 18 ans en arrière droit, 5 millions d'euros. Diogo Souza qui arrive en provenance du Victoria Guimarães pour 10 millions d'euros. Il y a beaucoup de joueurs que je connais pas, qu'on découvre toujours du côté du Racing Club de Strasbourg. Moi, j'ai trouvé la saison dernière très décevante au vu des investissements, que t'es même pas européen. Je trouve ça limite catastrophique. T'as beaucoup de joueurs qui reviennent de prix aussi, qui vont devoir être, je pense, vendu ou trouver une autre solution, mais l'effectif strasbourgeois est tellement immense que forcément c'est comme ça. Tu as beaucoup de joueurs qui partent du côté de Chelsea, forcément, notamment Emmanuel Emega, ça a suffisamment fait parler, je pense que tout le monde le sait.
On a la fin de contrat de Carl Johansson qui a fait son rôle de deuxième gardien, le Suédois très expérimenté qui venait libre en provenance de Bordeaux parce que le club est coulé, qui a fait son boulot, je pense. Alors forcément, on a un effectif hyper large, beaucoup de jeunes joueurs. Du côté de Monaco, c'est toujours une attraction parce que ça se joue toujours plutôt bien. On a l'arrivée d'Hugo Oliveira aussi qui va devoir mettre en place des choses, mais en fait, Strasbourg, moi, je suis très déçu qu'il soit pas européen cette saison. Tu as raté le coup en Conférence League également. J'attends beaucoup de la part de Strasbourg, même si c'est effectifs qui changent tous les ans, qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer entre eux, etc., qui savent que c'est juste un tremplin. Tu as quand même la qualité et la surface financière pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Ouais, on va dire que tu retombes un peu sur tes pattes avec, Hugo Oliveira qui, de ce que j'ai compris, se rapprochait un peu plus de Liam Rosenior en termes de jeu. À voir, parce que là, tu repars à nouveau sur un nouveau cycle, puisque bon, Barco Emega est parti, Panicelli, dans quel état va être et est-ce que il sera pas vendu? On n'est pas à l'abri non plus. Voilà, donc Diego Moreira aussi qui devrait partir du côté de la Roma. Donc tu vas perdre pas mal de joueurs, Doucouré aussi. Donc va falloir rebâtir un effectif et repartir à un état d'esprit en essayant d'emporter les supporters parce que on a vu encore une fois que la saison dernière c'était un peu compliqué et puis enfin on voit bien que malheureusement Strasbourg est devenu vraiment une filiale où l'idée en fait c'est juste de développer des talents, de les mettre sur une vitrine et après d'éponger, équilibrer les comptes donc à voir. Moi je les trouve un peu moins forts que les 2 années précédentes à ce stade-là. Donc voilà, moi, pour moi, s'ils sont pas européens, ça me surprendra pas. Ce sera un outsider pour les places européennes. Mais aujourd'hui, j'ai moins de certitude sur ce Strasbourg-là que je l'avais l'an passé. Après une première année de Liam Rosenior, on a bien vu à quel point l'équilibre était fragile. Il suffit de juste Chelsea qui casse le jouet Strasbourg et c'est terminé, quoi. Je suis d'accord avec ça. Et puis après, peut-être t'es pas à l'abri qu'il y ait Chelsea qui envoie 2, 3, 4, 5 joueurs en prêt dans les dernières semaines de mercato aussi pour aller renforcer l'effectif. Il va falloir trouver peut-être des gardiens, peut-être Strasbourg, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de gardiens de but là. Je crois qu'il y en a qu'un effectif ou deux. McPenders forcément reparti du côté de Chelsea. Stéphane Basic qui était le deuxième ou troisième gardien, enfin le troisième gardien est parti libre en Allemagne. Johansson qui était le deuxième gardien est parti également libre. Donc plus vraiment de gardien à Strasbourg. Peut-être que Chelsea on aura un ou deux à envoyer, on verra. Pour la suite, Lorient qui a changé d'entraîneur et qui a perdu pas mal de cadres également. Pantaloni est parti. Abergel est parti, Soumano est parti, Palopagi ça a été vendu, Yongwo est parti, Bamba Dieng parti, Baumeiter parti en prêt, Abdoulaye Faye est reparti en prêt, Igor Silva parti. Voilà, beaucoup de cadres de cet effectif lorientais qui a fait une très très belle saison l'an passé sont partis. Il y a quelques coups très intéressants du côté de Lorient qui ont été faits, je trouve, avec notamment Alex Georgen qui arrive, très très bon latéral de Ligue 2, qui sort de très très bonnes saisons en Ligue 2. Et on a vu que Lorient, pour prendre des joueurs de le championnat en dessous, pour leur faire passer un step, Arsène Kouassi, ça a fonctionné, Noah Kadiou, ça a fonctionné. À voir Quentin Bernardo, qui arrive libre, enfin qui arrive pour 1 million d'euros, pardon, en provenance de l'OGC Nice, qui a fait une excellente saison avec Le Mans en national, qui a eu du mal avec cet OGC Nice un peu bourbier en Ligue 1, à voir s'il arrive à se relancer du côté de Lorient. Je trouve les coups plutôt intéressants. Alexandre Dujeu sait qu'il aura un effectif peut-être un peu plus réduit que l'an passé. Il a travaillé avec ça du côté d'Angers, donc à voir si ça fonctionne. J'avoue que quand tu vois les pertes de Lorient, tu peux être un peu inquiet, à voir s'il y a d'autres arrivées en provenance de d'autres horizons pour le prochain mercato. Est-ce qu'il y aura d'autres départs également de joueurs cadres? Mais c'est vrai que l'effectif a été amoindri, a été amaigri. Je pense que le mercato lorientais n'est pas totalement terminé, même si je ne sais pas quels sont les moyens qui seront déployés par Bournemouth notamment, parce que ils font partie aussi du deal avec Lorient. Est-ce qu'Arsène Kouassi va rester? C'est la question aussi, parce qu'il peut être courtisé. Mais ouais, il y a pas mal de départs quoi, du côté de Lorient. Peut-être ça qui peut inquiéter. Ouais, tu repars là aussi, on parlait de nouveaux cycles, là tu repars, ça a été affiché par Laurent Koscielny dans la conférence de presse de fin de saison. À voir, je trouve que le choix du jeu est plutôt intelligent, voilà, c'est un coach qui a de belles idées de jeu qui collent avec l'identité du FC Lorient et de ce que je souhaite faire aussi l'actionnaire. Donc à voir, là quand je vois les prospects, Gabin, Bernardo, c'est plutôt intéressant, ça colle bien
le profil du jeu et techniquement, ça peut apporter quelque chose. Avec Georgen, elle nous a montré en Ligue 2 de très belles choses et mérite, en tout cas, d'avoir sa chance en Ligue 1. Donc, à voir derrière sur le mercato, parce que faut que tu remplaces notamment Pablo Pagis, qui est parti. Bamba Dieng, ça fait quand même Pagis Dieng en termes de ratio but, passe décisive, ça fait quand même pas mal. Et puis tu perds à Berger qui était quand même ton capitaine et le cœur battant de cette équipe. Igor Silva qui a montré de belles choses. Donc t'as perdu pas mal d'éléments. Donc à ce moment, cet instant de la reprise, pour moi le FC Lorient est plus faible que l'an passé. Donc à voir sur le recrutement, ils vont aller chercher comme joueur pour renforcer cet effectif et permettre à du jeu d'avoir une équipe compétitive. Je suis assez d'accord avec toi, je le trouve un peu plus faible. Je pense que le mercato, et j'espère pour Lorient que le mercato n'est pas fini, parce qu'au-delà d'affaiblir l'effectif, c'est surtout qu'il était réduit en termes de nombre, et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des blessés pendant la saison, parce que là, il manque des mecs. Mais on verra du côté de Lorient ce qui va se passer. Peut-être des prix aussi à anticiper sur cette fin de mercato, on va voir. En tout cas, je trouve que ça bosse plutôt bien du côté de Lorient. Maintenant, tu fais face aux impératifs économiques de la Ligue 1 aussi qui sont assez compliqués. Autre club qui bosse bien et qui me hype bien sur ce mercato, c'est Toulouse. Forcément, on a les grosses ventes. Emerson est parti du côté d'Ipswich, 28 millions d'euros. Tu vois que tu peux pas lutter quand tu as une offre de Ipswich pour 28 millions. Et là, c'est irrefusable, surtout pour un club comme Toulouse qui fait rentrer des sous. On a ce nouveau projet autour de ce nouvel entraîneur après le départ de Carles Martinez-Novel. On a le départ de Kamandi libre. On a beaucoup de départs libres, notamment Franck Magri. On a les deux gardiens de but qui étaient Chetty Hall et Alex Dominguez. On a Djibril Sidibé qui, en plus d'une perte sportive, je trouvais une grosse perte de vestiaire libre. Et ça peut être un peu chiant pour Toulouse parce que je trouve que tu avais l'air qu'il était très apprécié du groupe et que ça marchait plutôt bien. Toulouse, voilà, toujours dans un mercato assez minimaliste. L'an passé, c'était pas non plus la grande folie. Chris Tapé, qui j'ai vu beaucoup de bonnes choses sur lui, je connais pas du tout, donc je suis très curieux de découvrir. Parce que ça m'a l'air d'être un bon petit prospect. En tout cas, j'entends que des bons échos. Et quand on lit des choses sur lui, ça a l'air d'être assez intéressant. Maintenant, je vais découvrir et je vais pas commencer à faire l'analyste parce que je le connais pas. Donc, on va voir. Ismaël Diallo, ça, tu vas chercher libre du côté de Dijon. C'est plutôt une bonne idée, avoir le step national Ligue 1, comment ça se fait aussi. Mais voilà, pour Toulouse, ils font du Toulouse. On a senti la vente de Cresswell, potentiellement le départ de Guillaume Rest aussi. Il va y avoir le départ de certains cadres qui peuvent aussi un peu alimenter cette fin de mercato, quoi. Enfin, cette deuxième partie de mercato plutôt. Ouais, moi c'est on va dire pour l'instant à ce stade-là, le projet qui m'emballe le plus. L'année dernière, c'était pas une mauvaise année, hein, mais je trouve que ça manquait d'émotion, de quelque chose. Ce Toulouse FC, tu trouvais qu'à un moment c'était rageant. Il y a eu une série très négative qui t'a coupé, on va dire, tes prétentions d'être peut-être un outsider pour viser un peu plus. Donc, je me dis, le discours d'un nouveau coach, des renforts bien sentis, on sent que Toulouse a envie d'explorer le marché nordique. Donc ça ne peut que nous intéresser et je me dis que ouais ça peut faire des belles choses avec un entraîneur qui promet le jeu, une équipe de jeunes, voilà, je me dis Toulouse peut être vraiment la très belle surprise de la saison à venir. Exactement, avec quelques rumeurs, on verra ce qui va se passer du côté de Toulouse. Le mercato est clairement pas fini du côté de Jens Bertelascu. On en a parlé en début de vidéo. Mais Toulouse, ouais, j'aime bien. Il manque toujours ce petit step pour aller titiller les mecs pour les places européennes. Parce que l'année dernière, il leur manque ce petit truc pour y aller. Parce qu'ils sont pas si loin à un moment donné dans la saison. Mais voilà, pour Toulouse, ça bosse bien, c'est tranquille, et puis on va pouvoir passer tranquillement avancer du côté du Paris FC, qui est peut-être le mercato qui me hype le plus. Depuis le début, on sent que voilà, les joueurs estampillés Ligue 2 pour la montée en Ligue 1 partent petit à petit, les Kolo Djesiak, les Pierre-Yves Hamel, les Sofiane Lacouche, Lamine Gueye, Rémi Rioux, Louane Doucet, Julien Lopez, tout ça, voilà, on sort petit à petit, on sent que la transition commence à se faire du côté du Paris FC. On a validé l'option d'achat, enfin négocié avec Brighton après le prêt de Diego Coppola, on l'a acheté. Il était courtisé, on a réussi à le faire signer 18 millions d'euros pour les Parisiens, c'est plus qu'intéressant. On allait chercher des joueurs de Ligue 1, Pablo Pagis, Emmanuel Bemba qui signe en provenance du PSG U19, Patrick Zabi qui était du côté du Stade de Reims, on l'a acheté 25 millions d'euros. On sait que le Paris FC peut se permettre de dépenser certaines sommes sur le mercato pour un projet ambitieux. L'arrivée de Liam Rossignol, c'est peut-être la plus grosse interrogation qu'il y a sur ce Paris FC là. C'est la nomination de Liam Rossignol qui aura peut-être moins les points et les mains liés qu'il avait
pu avoir du côté de Strasbourg et du côté de Chelsea derrière. Donc à voir comment lui il va être sous pression pour pouvoir se relancer. On sait que Samir Chergui a un bon de sortie. On sait qu'il y a des courtisans pardon, pour Ilan Kebal, mais Liam Rossiner veut le garder. On a un effectif qui est quand même déjà en place avec une bonne deuxième partie de saison avec Antoine Comboiré. À voir ce qui va se passer du côté du Paris FC. Le mercato est peut-être pas fini, on va avoir d'autres arrivées. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. Maintenant, c'est vrai qu'il y a l'interrogation Rossignol, quoi. Bah, je trouve déjà qu'ils sont dans la continuité du mercato hivernal. Vous avez rectifié les choses avec un mercato peut-être plus adapté à la Ligue 1. Et on avait vu le net redressement entre la première partie de saison et la deuxième qui était beaucoup plus abouti. Pour moi, ils sont dans la continuité. Tapagis, Sinayoko, vraisemblablement. Et peut-être Ablin aussi. Hein. Des Il y a une situation prospects pour comme... les deux. De quoi? Je crois que c'est Ablin aussi était pour courtiser à un moment donné, mais je sais pas si ça va se faire. Ouais, Ablin, qui pourrait arriver, même si c'est un dossier très très compliqué. Et puis t'as Zabi également, qui est un très gros prospect de Ligue 2. Donc ouais, le Paris FC, sur le papier, a des prédispositions pour se rapprocher déjà d'être dans le top 10 et être, comme on a dit par exemple pour Strasbourg, ces outsiders aux places européennes. Voilà, moi, l'interrogation, c'est vraiment sur Liam Rosenior, qui reste, mine de rien, sur une saison assez compliquée. Parce que, il y a le passage à Chelsea, bien évidemment, qui n'a pas été bon, mais tu regardes sa fin avec Strasbourg, il était en difficulté aussi. Il était dans une mauvaise passe et on a vu des défaillances dans la communication, notamment où il s'en prenait vraiment très fortement aux joueurs. Donc à voir. Moi, c'est vraiment une interrogation. Je trouve que la façon dont il a fait sa com, notamment de départ de Strasbourg à Chelsea, a un peu dégradé, je trouve, sa cote, ou on va dire un petit peu son aura. Donc j'ai envie de voir. Franchement, j'ai envie de voir. Il retombe sur un très très beau projet. Est-ce que c'était le projet qu'il voulait? Parce que de ce qu'on a compris, c'est quand même naturellement quelqu'un qui est attiré par la première ligne. Alors, revenir en Ligue 1, bah, mine de rien, c'est redescendre d'un étage, voire deux. On parlera peut-être au CER tout à l'heure à Will Steele, mais c'est un peu dans le même cas. Mais voilà, à voir, mais voilà, sur le papier, il dispose quand même d'un effectif hyper intéressant pour ses idées de jeu. Exactement, il est sous pression. William Ross senior et le Paris FC sera forcément beaucoup plus attendu. Je pense que le Paris FC peut prétendre aux places européennes sur cette saison-là, au vu des difficultés financières des équipes plus haut, au vu du renfort aussi au niveau des effectifs. On verra ce qui va se passer du côté du Paris FC. On enchaîne tranquillement. Stade brestois, la situation est on ne peut plus compliquée du côté de Brest avec le malheureux décès d'Eric Roy. Sur le plan sportif, pour l'instant, ça n'a pas trop bougé. Quelques départs, notamment de Guindo, qui part libre du côté du Stade de Reims. On n'a pas beaucoup d'arrivées, mais on sait que ça va être un club qui va être marqué et ça va être une saison un petit peu spéciale. On avait exprimé un petit peu le pessimisme qu'on avait quand on avait fait la tier list bilan de la saison dernière. Forcément, quand tu vois l'effectif, le manque de moyens et la situation, le contexte est à Brest, il est unique et et il va alimenter un peu toute la saison, quoi. Ça va être une saison pas comme les autres, forcément. Ouais, faut voir déjà dans quel état tu auras d'effectifs parce que sur le papier, tu as un effectif. Alors pour moi, je trouve qu'il manque encore de quelques renforts, mais tu as surtout des possibilités de joueurs qui partent ça affaiblirait ton effectif. On parle de Magnetti, del Castillo notamment, qui pourraient être pistés ailleurs. Donc à voir. Et puis tu as ce traumatisme lié au décès tragique d'Eric Roy qui va être dans toutes les têtes. Et alors ça peut être à la fois un levier de motivation pour la Chuer qui s'inscrit dans la continuité. Et à l'inverse, bah, tu peux avoir un petit peu cette ombre qui plane si les résultats dévisent, parce que là, actuellement, Brest, ouais, sera un candidat pour le maintien, jouera cette course au maintien. On peut placer Le Mans, Troyes, Brest, Angers, notamment, peut-être Le Havre. Voilà, ces équipes qui vont être appelées à jouer le maintien. Et ouais, on va dire qu'Éric Roy avait fait sublimer ces équipes sur son passage à Brest.
Et là, ça va être un peu plus compliqué parce que, bah, en termes de finances, tu sens que c'est quand même très, 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 très compliqué. On dit qu'on va s'appuyer un peu plus sur les jeunes. Et bon, les jeunes à Brest, c'est pas non plus, ils vont pas éclore des Kylian Mbappé tous les jours, donc ils ont plus le temps qui s'installe. Ça peut aller très vite, ça peut aller très vite une saison cauchemardesque, donc on va voir ça. Brest, attention, candidat déjà danger pour le maintien pour ma part. Je suis assez d'accord avec ça et c'est vraiment une saison pas comme les autres du côté de Brest. On va voir s'il y aura d'autres recrues. Pour l'instant, parce que forcément les moyens sont pas extensibles du côté du Stade brestois et de la cité du Ponant. Le SCO Angers, autre candidat forcément déclaré au maintien. On a changé, on a eu le départ d'Alexandre Dujeu, arrivée de Stéphane Gilly à sa tête. Les ventes confirmées, bon, bah, Sidiki Sheriff, c'était l'hiver dernier, mais voilà, l'argent rentre maintenant dans les caisses. On a certains départs à la retraite et une page qui se tourne du côté du SCO. On en avait parlé la saison dernière. Peric Capel, Abdoulaye Bamba, forcément, qui s'en vont. Le départ de prêt d'Hervé Kofi, qui avait fait quand même une saison patron du côté du SCO. Et quand on voit la deuxième partie de saison du SCO d'Angers, après les départs d'Abdelli et de Sidiki Sheriff notamment, ça a été très très compliqué. Donc attention à pas être dans la continuité de cette catastrophe. On a quand même l'arrivée libre d'Anthony Lopez pour faire arriver de l'expérience dans les cages, de Branco van den Boomen. On se prête à Anthony Bermond qui a montré quelques bonnes choses du côté du RC Lens. C'est un jeune joueur qui aura du temps de jeu du côté du SCO. On fait venir et on dépense de l'argent, 250 000 euros pour Simba Koli, l'attaquant centrafricain en provenance de Belgique, de Bruxelles précisément. Voilà. À voir ce qui va se passer du côté du SCO, mais forcément on connaît, c'est pas de moins extensible. On va voir si Stéphane Gillet arrive à manier cet effectif, mais bon, c'est clair que l'objectif c'est maintien et que bah, les recrues vont être au gré de si on arrive à trouver des contrats libres et des mecs qui sont partants pour le projet. Ouais, on a vu aussi un petit peu les raisons, enfin en tout cas, une hypothèse, du départ du jeu. Il y avait, on va dire, directeur sportif monsieur Laurent Boissier qui, on va dire, estimait qu'il prenait pas assez la lumière, notamment sur le travail. Voilà, on attribue beaucoup de mérite à du jeu. Donc, à voir un petit peu, tu quand même dans la continuité. Je trouve que Gilly, c'est quand même, tu retombes bien. Enfin, c'est un coach hyper intéressant et qui peut apporter des choses et qui colle un petit peu à cette équipe d'Angers. Le début de mercato, pour moi, il est plutôt prometteur. Si tu fais El Ouazzani, l'ancien de Guingamp, passé par Braga, je trouve que c'est plutôt une très bonne idée. À voir pour Anthony Lopez, à quel niveau il sera. Il a montré des belles choses dans le cauchemar nantais de la saison passée. Mais tu vas avoir une comparaison avec Hervé Kofi qui avait été exceptionnel. Donc, à voir. Comment la maille aussi va se faire offensivement pour moi, parce que on l'a vu en seconde partie de saison, le départ de Sheriff a fait beaucoup de mal, doublé à celui d'Abdelli, donc voilà. Ce sera intéressant de voir Angers qui, bah, mine de rien, s'installe en Ligue 1 avec une nouvelle saison à leur actif. Donc voilà, c'est la saison entre guillemets de la confirmation pour définitivement s'installer en Ligue 1 et potentiellement, si jamais, à viser très haut, mais se rapprocher un peu plus du top 10. Ça serait pas mal. Oui, on va voir du côté d'Angers qui, on sait l'objectif sera le maintien, mais on verra comment va se disposer la saison dans ces candidats pour le maintien. Le Havre en fait évidemment partie. Départ de Mathieu Bonnemer et de ses têtes pour la cellule de recrutement. On a pris Dembaba du côté de Dunkerque qui nous gratifie de quelques arrivées depuis le début. On a validé tout de même les arrivées de Timothée Pembele et de Vincent Sasso libre du côté de Dunkerque. On a Mizuta qui arrive milieu offensif japonais en provenance de l'Allemagne. On a les prêts d'Amir Richardson, l'ancien Havre qui revient en prêt en provenance de la Fiorentina. On a Sota Nakamura qui arrive avant-centre japonais. Je suis très curieux parce que j'ai vu un petit thread pour détailler un petit peu son profil, etc. Je suis très curieux de voir comment il va s'adapter à la Ligue 1 parce que c'est un joueur qui a l'habitude de jouer dans une équipe très offensive. Donc là, ça va être complètement peut-être le contraire du côté du Havre parce qu'on sait que ça va plutôt moins avoir le ballon. C'est un joueur qui physiquement est un peu frêle mais qui a des qualités offensives pas négligeables. Donc très curieux de voir comment il va s'adapter à la Ligue 1 et j'étais assez hypé par son petit thread que j'ai vu. Donc je suis curieux de découvrir. Mais ce qu'on peut regretter du côté du Havre, c'est quand on voit les départs, Kenny Ketan, Yacine Keshta, Aruna Sangante, Issa Soumaré, même Loïc Nego, en fait, c'est des joueurs, alors si on sort Loïc Nego, mais Soumaré, Sangante, Keshta, Ketan, c'est des joueurs qui ont des valeurs marchandes, qui valent un peu de la maille, tu vois, un peu d'oseille, et ils partent tous libres, en fait. Et donc le Havre peut bénéficier d'aucun
revenus pécuniers de la part de ces mecs-là, alors que ils les ont développés pour certains, et ça c'est vraiment C'est un dommage, peu quoi. le reproche qu'on peut faire à Oui, Mathieu Bodmer, je suis d'accord. finalement, de pas avoir réussi à bien vendre. Parce que, mine de rien, sur son passage, je suis pas sûr qu'il y ait une vente majeure au Havre Ouais, c'est ça le problème. et ces clubs ont besoin, par exemple, prends l'exemple d'Angers, mais il a, Sidiki Chérif, c'est 18-20 millions d'euros et ça fait du bien aux caisses du club et le Havre, c'est pas le cas et tu peux pas t'appuyer un petit peu sur cet argent-là. Donc ça sera l'un des chantiers, je pense, pour Dembaba. Quand on voit le début du mercato, il est plutôt hype, moi, il me hype, potentiel parce que, déjà, tu as des arrivées au Havre, avant le 31 août et ça, c'est déjà pas mal. Et puis tu vas chercher des joueurs, hyper intéressants. Tu as 2 Japonais, voilà, qu'on connaît pas, mais qui vont être un peu des attractions. Amir Richardson de retour, franchement, c'est une très, très belle idée et c'est un joueur qui peut vraiment te faire du bien et qui a cette expérience et qui est revanchard. Vincent Sasso à voir. Moi, j'ai une petite interrogation sur lui quand même parce que même s'il a été bon en Ligue 2 avec Dunkerque, la Ligue 1, c'est un autre niveau. Pour Donc l'expérience, je pense. mais Tu fais venir un peu de d'expérience, quoi? tu fais venir un peu cadre de vestiaire. Est-ce qu'il Ouais, va parce que s'imposer tu en tant perds que Gauthier titulaire? Lloris, de Oui, c'est mémoire, qui vrai, a pas prolongé. c'est vrai. Donc c'est un peu le remplaçant de Lloris. Donc à voir. À voir. Mais ouais, sur cette équipe pavraise avec ces jeunes, ce centre de formation qui apporte des choses, voilà, je me dis, ça serait bien une saison sans trop trembler, pour le Havre avec un maintien à la dernière journée. Oui, c'est vrai, et Avant, mais Demba Bamba, très, très bon coup de la part du Havre, et je suis pas sûr qu'ils perdent tant que ça au change. Quand tu vois le début de mercato que ça, on verra forcément sur le long terme, mais ça, c'est forcément, voilà, mais sur son arrivée, je suis très curieux de voir et je suis hypé. C'est juste dommage, voilà, ces départs forcément sans vendre, et ces départs libres. La JOCR maintenant, l'arrivée de Will Steele, sous pression parce que Will Steele revient en France. Du côté de l'AJA, après le départ de Christophe Pélissier, et certains départs de cadres, on pense à Gideon Mensah, on pense aux fins de prêt de Sékou Mara, on pense également potentiellement aux 2 départs de Donovan Léon et de Théo de Persin. On a l'arrivée de Mamadou Diop dans les cages qui a fait une excellente saison, même 2 excellentes saisons avec le GF38 du côté de la Ligue 2. Maintenant, il y a le step Ligue 1 à passer, mais il a fait en tout cas de très très bons, de très très bonnes prestations du côté de l'Isère. Dani Namasso, on avait dit l'option d'achat en provenance de Porto après son excellente saison. C'est un bon prospect qui a fait du bien à la Ligue 1. On a recruté Arthur Piedfort en provenance de Westerlo, milieu défensif belge de 21 ans, 5,5 millions d'euros. On a quand même déjà dépensé plus de 15 millions d'euros pour la JA sur ce mercato-là, donc on dépense des thunes. Et on a l'arrivée aussi, alors je vais essayer de le prononcer correctement, de Jiang Wei, attaquant chinois de 18 ans. Pareil, ça c'est ma petite curiosité, parce que j'aime bien quand il y a des joueurs de pays qu'on voit pas forcément dans le football. Bon, la Chine, même si c'est un immense pays, dans le football, n'a jamais grandement performé. Mais ça fait partie de mes petites curiosités. On connaît le lien entre la JA et la Chine, forcément, les propriétaires sont chinois, mais ça met au pot, ça met des thunes. Faut pas se rater là, que ce soit du côté de Louis ou de la JA, parce que ça investit. Ouais, ça repart sur un nouveau cycle, avec l'idée de vite tourner la page, Pélissier et d'offrir à Will Steele, le matériel adapté. À voir. Franchement, moi, je pense qu'il y avait besoin de nouvelles têtes à Auxerre. Le mercato est pas fini. Tu sais très bien que Donovan Léon, voilà, devrait quitter le club aussi. Tu as besoin, je trouve, d'un numéro 9 parce que tu perds, Lassine Sinayoko, qui va potentiellement probablement signer au Paris FC. Tu perds aussi, enfin, voilà, devant, tu as vraiment besoin d'un attaquant. Tu as eu le départ, de Sékou Mara, qui sur la fin de saison a montré de belles choses, malgré une saison, assez compliquée, mais on va dire sur les derniers matchs, il donnait envie de voir un peu plus. Donc voilà, très, très hypé, enfin en tout cas très hypé, très intéressé par ce que va faire Auxerre cette saison, qui veut s'extirper de la lutte pour le maintien. Avec Will Steele. Will Steele aussi très revanchard parce que, mine de rien, Will Steele, c'est 2 échecs. Lens, je suis pas sûr qu'il était venu pour jouer, uniquement la première en tout cas la première partie de tableau, le top 10. Il y avait des ambitions européennes, ça n'a pas été le cas. Southampton, ça a été un échec, assez fou et en fait, ce qui était terrible, c'est que, tu as vu le redressement avec, son successeur, voilà, qui aurait pu amener le club en première ligue s'il s'amusait pas, à aller, regarder un peu trop ses adversaires.
Donc, à voir. Je pense que Wistil est très revanchard. Je me dis, dans un effectif comme ça, Auxerre, son 4-3-3 peut potentiellement fonctionner et faire d'Auxerre une belle surprise de la saison à venir. Ouais, c'est une des très, très belles curiosités cette AJA sur cette prochaine saison. On va voir comment ça va se passer. Renfort offensif attendu avec le départ de Sinalco. Maintenant, est-ce que le départ se fera en bon terme du côté de l'AJA? C'est un autre dossier. Et on va poursuivre avec l'OGC Nice. Là, ça a été la saison cauchemar hein, du côté de l'OGC Nice. On a vendu 20 août au Feyenoord. On a réussi à sortir Jérémy Boga après toutes les histoires d'absolument partout qui sortent. On a perdu Kyle Boudache. On a un départ de Maxime Dupé, on a vendu Quentin Bernardo, on en a parlé tout à l'heure. On a les départs libres de forcément Tanguy Ndombele, qui était plus un salaire qui occupait plus qu'un joueur parce que malheureusement il n'a pas beaucoup joué. On a le départ libre de Dante, fin de carrière plutôt, pardon, de Dante. On a l'arrivée libre de Laurent Bergel qui est amené avec lui dans ses valises par Olivier Pantaloni, qui aura beaucoup à faire. On sait que la réduction des coûts est monstrueuse à Nice parce qu'on cherche à vendre le club depuis des années et que le club, malheureusement, il vaut plus grand-chose parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent. On a un effectif qui sera minimaliste et on a un peu l'image de Marseille, quoi, une politique d'austérité mise en place du côté de l'OGC Nice. À voir ceux qui arrivent à rester, à voir ceux qui arrivent à enchaîner après une saison cauchemardesque et à voir ceux qui vont partir. Mais il y a beaucoup trop de joueurs qui sont invendables dans cette équipe. Je pense à un Kevin Carlos qui a fait une saison mais cauchemardesque. Même si tu veux le vendre, je vois pas comment tu peux le refiler. Donc bon, je sais pas ce qu'on attend de l'OGC Nice honnêtement cette saison. Moi, j'attends un ventre mou. Hein. Ouais, le ventre mou, je pense que s'il signerait pour une saison, on va dire, de transition où tu fais pas de bruit, tu termines 13e, tu risques pas ta peau de descendre, tu fais éclore quelques jeunes. Voilà, on est vraiment sur une saison de transition. On attend, entre guillemets, le rachat du club pour partir sur autre chose. Et je me dis que Pantaloni, c'est peut-être un peu l'homme idoine pour ce type de projet où bah, a besoin d'optimiser des bouts de ficelle. On va avoir un effectif qui doit changer de visage avec pas mal de départs. Je pense qu'on aura d'autres. Voilà, à voir comment sera Nice à J1, mais voilà, je me dis que ouais, à voir. Honnêtement, je pense qu'il signe tout de suite, il termine 13e, il y a pas de pression. Enfin voilà. Quand tu vois l'effectif, il y a trop de manque à ce stade-là pour viser, ne serait-ce, qu'un maintien confortable. Exactement, on va pas trop se projeter sur Nice parce que je pense que c'est loin d'être fini, donc on va voir ce qui va se passer dans la suite du Mercato. On va passer au dernier club, c'est les promus. À commencer par les stacks de Stéphane Dumont, vente de Mathis de Tourbet du côté de City, 25 millions d'euros. Martin Adeline est parti du côté d'Hambourg pour 4 millions d'euros. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'il aurait pu. Je sais pas, il n'y a pas un club de Ligue 1 qui peut se positionner dessus, sans déconner. Au vu de la qualité du joueur, c'est l'un, voire le meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière, Martin Adeline, qui était vraiment très qualitatif après sa saison à 3. Départ libre de Nicolas Lemaitre, qui malheureusement a été victime d'une rupture des ligaments croisés pendant la saison. Voilà, il y a certains joueurs aussi, Elissi, Chavalerin, qui étaient les éléments d'expérience qui sont partis. On prend un joueur libre, Iron Gomis, pour l'instant en provenance du Zira FK en Azerbaïdjan. Et puis on va attendre, je pense que peut-être City, on verra un ou deux joueurs en prêt, que voilà, c'est plus Jérôme, mais c'est 3 qui va prendre le relais dans le City Football Group, je ne sais pas. Retour donc, arrivée de Patrick Beach qui n'a pas été noté là, le gardien australien qui a fait une très très bonne Coupe du Monde avec l'Australie aussi. Forcément, ça on a recruté à ce poste-là, c'était plutôt un bon coup, je trouve, c'est une bonne idée. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner en Ligue 1, puisqu'il a quand même été très très bon avec l'Australie sur cette Coupe du Monde. C'est peut-être le meilleur Australien sur le mondial. Bah écoute, on va voir ce qui va se passer à 3, mais on a un effectif qui a roulé en Ligue 2. À voir si City amène quelques améliorations, en fait. C'est plus ça qu'on va attendre, non? Je sais pas s'il y a d'autres arrivées prévues. Ouais, moi, je suis très inquiet pour toi, honnêtement. L'arrivée du Ah oui, copain, c'est du vrai, directeur président, Jocelyn sportif. Bonsoir, il avait rien montré à Lens, à Dunkerque. Ça me je ne comprends pas, comment tu peux faire ça. Puis derrière, voilà, on va voir les coups, mais bon, j'ai un peu peur. Alors, on a l'attraction, Patrick, Beach, l'Australien qui nous a enchantés, lors de la coupe du monde, donc on va voir, ça. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il va être quand même pas mal sollicité cette année. 3 fait tout pour redescendre. On a l'impression que ça les emmerde d'avoir monté, donc ça me fait un peu peur.
Voilà, tu perds Bentayem aussi. Enfin, voilà, je suis très inquiet pour la stack. À ce stade-là, je vois pas comment il faut pour pas faire l'ascenseur. Mais d'ailleurs, Ben Taïeb, il y a une histoire, c'est lui où il y a des faux agents qui se sont fait passer par lui en discutant avec des clubs et tout, ça a l'air d'être un merdier absolu. C'est Sacha Tavolieri qui en a parlé sur X, je crois, de Taoufik Ben Tayeb. Ça a l'air d'être un merdier absolu. Donc à voir, mais oui, c'est dommage. Je suis curieux de voir Antoine Mille en Ligue 1, parce que j'ai énormément aimé en Ligue 2, que ce soit Pau ou la A3, donc à voir s'il arrive à faire le step. Mais c'est vrai que là, je suis d'accord, moi, l'arrivée du directeur sportif, tu me l'as rappelé, là, c'est vrai, une idée quand même catastrophique. On verra ce qui va se passer pour Patrick Plage et ses amis troyens pour cette saison en Ligue 1 et enfin Le Mans. Le Mans, on sait, ils n'étaient pas du tout programmés pour monter en Ligue 1. On tente quand même de faire des coups. C'est un peu un mercato Paris. J'aime bien un peu le mercato du Mans parce que c'est un mercato double tranchant. C'est soit ça réussit et ça s'en sort très très bien, soit ça flop. Et de toute façon, Le Mans, ils partent dans une posture, je pense, d'être si on redescend et qu'on finit dernier de Ligue 1, tout le monde dira on s'y attend, quoi. Donc en fait, ils n'ont rien à perdre sur cette saison. Patrick Vieira est resté. À voir si elle arrive à mettre en jeu son jeu de Ligue 2 vers la Ligue 1. Yasser Laroussi est arrivé, évidemment, immense prospect, formé à Liverpool, etc., qui s'est un peu perdu en route ces dernières années, à voir si ça fonctionne. Bilal Brahimi, on tente le coup, libre en provenance de Santos, on connaît très bien en Ligue 1 aussi, à voir. Luis Mafuta, je trouve que c'est pas si con, même si je vous reviendrai sur le profil de Luis Mafuta, mais c'est un joueur qui a énormément marqué en Ligue 2, que ce soit à Amiens, à Guingamp ou à QRM. On tente le step Ligue 1, à voir si ça refonctionne pour lui. Il a signé 2 ans, donc au pire, si tu redescends, tu auras un attaquant viable pour la Ligue 2. C'est dans ce sens-là où je trouve que ça, c'est pas trop con de la part du Mans. On sait qu'il y a pour l'instant pas vraiment de moyens qui sont mis sur le mercato, beaucoup d'arrivées libres, même uniquement des arrivées libres. À voir. Je suis curieux de voir ce qui va se passer du côté du Mans. Isaac Kossi repart du côté de Lille. Il a fait une excellente saison en défense centrale, le jeune joueur de 19 ans. Pour l'instant, ça ronronne un peu. Il y a des paris qui sont tentés. Est-ce que c'est ça à quoi va ressembler l'effectif du Mans? Je sais pas. Bon, le maintien sera compliqué, on le sait, pour le Mans. Ouais, ils doivent surprendre les Manceaux parce que c'est un peu, ils ont une tête de victime expiatoire, hein, très clairement. Quand t'es le promu qui fait 2 montées d'affilée. Mais tu te dis, bon, il peut être sur la lancée de la saison dernière et un peu surprendre. À voir parce que tu auras quand même pas mal de joueurs. Pour eux, c'est quand même leur chance la chance de leur vie de pouvoir disputer la Ligue 1. C'était pas programmé. Donc, je me dis, avec des joueurs comme, voilà, c'est des paris, hein, mais Brahimi, on sait jamais, ça peut fonctionner. Il s'est un peu perdu en route, mais c'est pareil aussi pour la Russie. Mafuta, moi, en fait, Mafuta, j'ai l'image d'un attaquant qui marque quand même ses 8-9 buts en Ligue 2 chaque saison, mais qui est Il sort une capable saison à 15 buts, je crois, hein. de. Plutôt bien, hein. Ah ouais, là, il a surperformé à Guingamp, mais c'est un attaquant qui est plutôt fiable, mais enfin, qui aussi manque pas mal d'occasions. Et dans une équipe qui va être dominée, c'est ce qui me fait un peu peur, de ne pas avoir l'attaquant, on va dire, clinique. Mais à voir, lui aussi, il a une petite revanche. On se rappelle qu'il avait été lancé en Ligue 1 avec le FC Metz. Paris d'Antonetti, à l'époque, était allé chercher de Neuchâtel, de mémoire. C'est ça. Donc, à voir. À voir, ça va être intéressant. En plus, ça, c'est la première affiche contre Brest où tu peux enflammer ton stade par une première victoire. Voilà, essayer de maintenir cette dynamique, de monter et de surperformer parce que tu n'auras pas le choix si tu veux rester en Ligue 1. Ça va être très, 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 très compliqué pour Le Mans, mais le pari est beau. Marie Marvin va-t-il vibrer de nouveau en Ligue 1? Ça, c'est le Lyon Paris. Je suis content que Le Mans aussi garde des mecs de Ligue 2 pour récompenser de la bonne saison et de l'exploit qu'ils font en Ligue 2. Tu vois, Lucas Boadès, il fait une saison incroyable avec les Manceaux, Jean Vercuis, tout ça. C'est des mecs qui, voilà, Dame Gay. C'est là où je voulais la comparaison. Je me suis permis. Moi, c'est l'autre doute que j'ai sur Luis Mafuta, c'est que les attaquants côté Patrick Vidara, ça défend. Ça, c'est les stats défensives de Damgay par 90 minutes la saison dernière. Donc, on a quand même certaines stats où les mecs défendent. Et Luis Mafuta, c'est pas un attaquant qui défend. Donc, est-ce qu'il va s'adapter à Patrick Vieira et défendre, ou est-ce qu'il va se contenter des actions offensives? Et dans ces cas-là, tu peux être un peu plus friable, parce que si ta première ligne défensive, que sont tes attaquants, sautent, là, ça peut t'exposer à énormément de choses.
Donc c'est l'interrogation également que j'ai sur Luis Mafuta, en plus de son efficacité, tu as raison de le souligner. Mais je trouve que le pari se tente bien. Écoute, s'ils redescendent en Ligue 2, ils auront un attaquant fiable en Ligue 2, tu vois, qui plantera ses 10-15 buts. Et comme ça, ils pourront partir sur un projet. Donc voilà, pour cette point mercato, ce point Manso. On fera les prédictions une autre fois, parce que ça fait 1h15 de vidéo, c'est beaucoup trop long. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a trop parlé. Mais je trouve qu'on a tout dit, là, on était complet. A été complet sur chaque club et on a hâte de voir, hein. Voilà, on va commencer à se pencher sur les matchs de préparation. Voilà, il y a une trentaine qui seront diffusés sur Ligue 1+. Et puis il y a le début des tours préliminaires de Coupe d'Europe. Voilà, Ils ont on déjà commencé s'intéresser aux autres clubs. pour Et les oui, donc clubs européens. ça risque voilà, de nous animer, de nous tenir en haleine avant les débuts du championnat, que ce soit Ligue 3, Ligue 2, Ligue 1, on sera là. On sera là pour ces 3 championnats, parce qu'on adore le foot français, on adore le football, mais le foot français encore plus. Voilà, vous avez tout. Vous pouvez faire vos petites analyses également en commentaire, nous donner les clubs qui vous hype sur des mercatos, les entraîneurs qui vous hype également. On a fait ce grand point, on espère que ça vous a plu. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne semaine. Vous dire à plus tard pour une nouvelle vidéo foot. Évidemment, on reviendra très bientôt pour toutes les previews que vous connaissez bien. J'ai plus qu'à vous souhaiter donc une très bonne semaine. Ciao tout le monde!